Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être présent aujourd'hui à ce deuxième webinaire de la semaine de la dénutrition. On est le lundi 17 novembre et c'est le premier jour de la sixième édition de la semaine de la dénutrition. Euh, je vais donc laisser la parole au professeur Arnaud Deluca, qui est donc pédiatre au CHRU de Tours et qui est également membre du collectif de lutte contre la dénutrition. Merci Alan. Bonjour à tous, merci de vous être inscrits à ce webinaire. Donc, je vais d'abord prendre ma casquette de membre du collectif de lutte contre la dénutrition pour vous parler brièvement de la Semaine nationale de la dénutrition. Alors, ça ne concerne pas que l'enfant, ça concerne aussi l'adulte et la personne âgée. D'ailleurs, les origines du collectif de lutte contre la dénutrition, c'était de pouvoir améliorer la sensibilisation chez la personne âgée autour de la dénutrition. Et donc, on estime qu'il y a environ 2 millions de personnes qui sont concernées en France, donc tous âges confondus, pour cette dénutrition qu'on espère mieux dépister pour mieux la traiter. Diapo suivante. Alors, cette semaine n'est pas la première, sans doute vous en avez déjà entendu parler. La semaine 2025 a lieu, le premier jour est aujourd'hui jusqu'au 23 avec divers événements, on va en parler juste après. Ça a lieu partout en France. Donc c'est trop tard pour s'inscrire, mais vous pouvez constater, vous pourrez constater après que ça a un engouement majeur avec beaucoup de centres, beaucoup d'acteurs de divers horizons, du médico-social, du sanitaire et même d'autres initiatives qui permettent de faire parler de la dénutrition et donc encore une fois, de mieux la dépister pour mieux la traiter. Donc, un certain nombre d'instances nationales font partie sont les soutiens de la semaine de la dénutrition. Vous avez dû voir les logos en bas de la diapositive précédente, du logo du ministère, etc. Et cette semaine s'adresse à beaucoup de monde différent. Pour qui, vous l'avez sur les premiers pictogrammes, c'est les associations, c'est les professionnels, les établissements de santé, les entreprises, les établissements médico-sociaux. Donc vous voyez que on a un horizon d'acteurs très très varié et n'importe qui, ou plutôt tout le monde peut être concerné et peut développer des actions pour valoriser, pour sensibiliser autour de la dénutrition. Et alors quelles sont ces actions? Ça peut être du dépistage de la dénutrition, ça peut être de la prévention, ça peut être aussi de la formation, comme on est en train de faire là avec ce webinaire. C'est de la sensibilisation vis-à-vis des patients, vis-à-vis des accompagnants, de l'entourage de la famille. C'est de la communication au sens large. Et puis, c'est aussi des actions avec donc des choses qui peuvent être proposées dans les EHPAD, aussi à l'hôpital, pour aider à mieux traiter la dénutrition. Donc pour 2025, on a une grande action, une grande variété d'actions et un nombre considérable d'actions. Vous avez le comparatif sur la gauche de la diapositive avec 2024. Vous voyez qu'on a quasiment, doublé le nombre d'actions, que le nombre de projets labellisés par le collectif a aussi sensiblement augmenté avec 3700 pour 2025. Il y a des supports comme les kits de communication ou des kakémonos, des flyers. Donc, ces kits-là ont encore été largement distribués et en augmentation par rapport à l'année dernière. Et un nombre d'organisations considérable, donc plus de 3100 organisations enregistrées donc sur la plateforme de labellisation. Sur la petite carte, là, vous voyez, on voit même plus la France, on voit que des pictogrammes partout et donc on est très très fiers de ça. Le programme de la semaine, vous l'avez sous les yeux. Donc, on est aujourd'hui lundi 17. Il y a eu un webinaire juste avant, en début d'après-midi, sur l'Alzheimer.
Ici, vous assistez à celui donc, sur les pathologies cardiaques de l'enfant et vous voyez que toute la semaine, il y a divers événements, donc concours de cuisine, d'autres webinaires autour du cancer, de l'activité physique, des troubles du comportement alimentaire, de l'orthophonie, de la santé mentale, du microbiote, de l'état de santé bucco-dentaire, de ICOPS, qui est un programme pour la personne âgée, du handicap, et puis le vendredi, les compléments nutritionnels oraux, le dépistage, et puis des événements avec la signature de la charte au ministère de la Santé vendredi en début d'après-midi. Donc un programme très chargé, très rempli pour cette semaine de lutte nationale contre la dénutrition. Ensuite, vous pouvez suivre le collectif sur les réseaux, donc soit sur LinkedIn, vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à une newsletter en allant sur le site de lutte contre la dénutrition.fr et un contact mail que vous avez à gauche pour avoir divers renseignements. Alors, on est déjà dans la préparation de l'année prochaine, même s'il y a bien sûr l'organisation de cette année qui est en cours. Mais même si cette fois-ci c'est un peu trop tard, l'année prochaine, les diverses initiatives peuvent être rapidement prises en compte et on peut vous accompagner dans l'organisation, dans le soutien, les exemples d'événements qui auront pu être déjà proposés pour vous donner des idées et pour vous accompagner à réaliser donc, cette promotion autour du dépistage de la dénutrition et son traitement. Voilà, donc j'en ai fini avec la promotion de la semaine et on va pouvoir démarrer le webinaire du jour donc sur l'impact nutritionnel des pathologies cardiaques, donc chez l'enfant plus spécifiquement. On va parler que de l'enfant. Alors, je vais rapidement rappeler à votre bon souvenir les recommandations de 2019 autour d'une définition de la dénutrition. Donc, vous savez que la dénutrition est la situation où l'organisme est dans un état de déséquilibre nutritionnel, c'est-à-dire que la balance énergétique et ou protéique est négative, et donc avec une perte, une insuffisance d'énergie et de protéines par rapport aux besoins, ce qui entraîne une perte de fonction, de composition corporelle, avec des effets délétères sur les tissus, et donc une aggravation du pronostic des maladies. Et ça, cette dimension de conséquences, d'impact sur le corps est quelque chose de majeur. Pour le diagnostic, il faut au moins un critère phénotypique et un critère étiologique. Ceci est un accord d'experts, donc dans encore une fois, les dernières recommandations d'HAS 2019. Ce critère phénotypique est celui d'une perte de poids supérieure ou égale à 5% en un mois ou 10% en 6 mois ou 10% par rapport au poids habituel. Un IMC qui est inférieur à la courbe IOTF 18,5. Une stagnation pondérale avec le fait de traverser deux couloirs du couloir par rapport au couloir habituel sur la courbe de poids. Et puis, chose plus difficile à montrer chez l'enfant, la réduction de masse musculaire et de fonction musculaire. Et où, pour ces items-là, vous savez comme moi que c'est difficile d'évaluer la masse musculaire, la fonction musculaire, que les ABAC ne montrent pas de seuil précis pour déterminer une faible masse musculaire, une faible fonction musculaire. Donc, c'est un critère difficilement utilisable en pratique. Un seul de ces critères suffit. Et de l'autre côté, vous avez les critères étiologiques. Je veux bien qu'on revienne à la diapo précédente. Critères étiologiques qui sont la réduction de l'alimentation d'au moins 50% pendant plus d'une semaine ou toute réduction moins intense mais plus prolongée à partir de 2 semaines par rapport à ce qui est consommé d'habitude ou par rapport aux besoins, les situations d'absorption réduite, notamment les pathologies digestives, et les situations d'agression, hypercatabolisme, avec pathologie aiguë, pathologie chronique évolutive. Et là, on reconnaît donc la partie pathologie cardiaque chronique qu'on peut caser ici, et les cancers, évidemment. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Une fois qu'on a déterminé le diagnostic de dénutrition, il faut en caractériser la sévérité.
avec cette fois-ci un seuil à 10 têtes pour la courbe IOTF pour déterminer la dénutrition sévère, une perte de poids plus intense, plus de 10% en un mois, plus de 15% en 6 mois, une stagnation pondérale qui va être non pas de 2 mais de 3 couloirs en dessous du couloir habituel, et l'infléchissement statural qui est le marqueur d'une dénutrition chronique avec la perte d'au moins un couloir par rapport à la taille habituelle. Donc vous voyez qu'aucun critère biologique n'est nécessaire, ça reste vrai par rapport aux recommandations précédentes, et contrairement à l'adulte où l'albumine rentre en ligne de compte dans la sévérité du diagnostic. Alors la dynamique de croissance est irremplaçable en pédiatrie, on est très attaché aux courbes de croissance et à juste titre, parce que rien ne remplace le fait de regarder quelle est la cinétique, quelle est l'évolution. On vient de parler de la stagnation de poids, on a parlé aussi de la stagnation en taille, et vous avez ici dans cet exemple une stagnation de poids avec une courbe qui s'écarte par rapport aux courbes habituelles, et de plus en plus, et notamment à l'âge de 10-11 ans. Et puis parallèlement à ça, on voit que la courbe de taille en haut eh bien, va finir par se décaler dans le couloir, avec donc un impact de la taille secondaire au poids. Et donc ça signe l'étiologie nutritionnelle de la cassure. Et donc, il faut chercher évidemment dans les explorations de maladies qui sont en lien avec la nutrition. Et quand on a donc cette cassure de courbe de croissance, de taille, on aura évidemment donc cette notion de chronicité, cette dimension de chronicité qui s'est installée. Ce qui est l'élément qui est important aussi, c'est que autant on va avoir un impact sur la taille quand on se dénutrit, mais quand on va renourrir, on va avoir un rattrapage de la courbe de taille jusqu'à récupérer ad intégrum, si la situation s'est normalisée, le couloir de taille initial. Alors, il y a un outil qui est très intéressant et qu'on aime beaucoup en pédiatrie. Vous avez vu que les recommandations se basent sur l'indice de masse corporelle, mais il y a l'index de Waterloo ou alors le rapport du poids attendu, enfin du poids sur le poids attendu pour la taille, et qui est un outil très intéressant qui affine mieux l'état nutritionnel, qui peut quand même être pris en défaut. On va le revoir après lorsque la taille a cassé. Donc, on peut avoir un indice faussement rassurant. C'est pour ça qu'il faut aussi regarder la courbe poids et taille et pas seulement l'indice, la courbe de corpulence. Et pour calculer cet index de Waterloo, eh bien, si on prend l'exemple à gauche d'un enfant de 15 kg et 1,15 m, quand on regarde je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais vous avez en haut de la courbe de taille les 115 cm on se place à la moyenne, la courbe de taille moyenne pour les 115 cm, qui correspond à l'âge de 5 ans et demi. Bien, si on descend au poids moyen pour cette taille, ça veut dire qu'on se place ici sur le poids moyen, le point du bas, avec donc un poids moyen pour cette taille de 115 cm qui est de 20 kg. Et lorsqu'on fait le rapport entre le poids réel de l'enfant et le poids attendu pour sa taille, donc 15 kg réels sur les 20 kg qui sont attendus pour sa taille, on obtient un pourcentage de 75% qui signe une dénutrition avérée. Et vous avez des outils qui permettent de simplifier cette analyse, et en plus d'utiliser plutôt les Z-scores qui sont certainement mieux que les pourcentages en termes d'évaluation, et l'outil principal étant le DD3 développé par le professeur Régis Sankar, pour lequel vous avez une roulette qui est sur l'image, et là où on prend donc la taille de l'enfant par cran de 3 cm, on tourne la roulette pour arriver en face de cette taille-là, et ça donne en chiffre blanc sur fond coloré en fonction des garçons et filles le poids attendu pour la taille, et le chiffre sur fond blanc qui est celui des moins 2 déviations standard du poids attendu pour la taille, et qui donne comme ça le seuil qui détermine une insuffisance de corpulence. Alors maintenant, on va se pencher plus précisément sur les spécificités des maladies cardiaques, et en premier lieu l'épidémiologie, puis on va aborder la clinique juste après. Alors, dans nos études de la EPINUT, qui étaient des études qu'on a fait pendant 10 ans,
pendant lesquels on essayait d'avoir un regard observationnel une fois par an, avec à la fois une dimension de promotion, de sensibilisation au dépistage de l'état nutritionnel, mais aussi de la prise en charge. Bien ici, vous voyez que dans les rangs de pathologies responsables de dénutrition, eh bien, on a donc la cardiologie qui vient en troisième position, autrement dit, après les pathogastro et puis la pédopsychiatrie, surtout biaisée par l'anorexie mentale, eh bien, la cardiologie est à égalité avec la neurologie. 16% de patients souffrant de problèmes cardiologiques étaient également atteints de dénutrition. Donc c'est vraiment une maladie très pourvoyeuse de dénutrition et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Dans les études, on a entre 15 et 50% de dénutrition chez les patients souffrant de pathologies cardiaques. Alors pourquoi on a des pourcentages aussi larges? Ben, déjà parce que l'index utilisé comme seuil n'est pas forcément le même. La plupart du temps, c'est l'index de Waterloo, mais on peut aussi avoir l'IMC ou autre éventuellement. On a aussi l'utilisation de différentes courbes de croissance, puisque en France, on utilise les courbes françaises. Dans d'autres pays, on va utiliser d'autres courbes, soit les courbes OMS, soit les courbes propres à chaque pays. Donc ça veut dire que les seuils ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis, il est à noter aussi que dans ces études-là, la majorité était monocentrique. Et une seule étude était française dans l'analyse de la littérature que j'ai pu faire. Un autre élément aussi, c'est contrairement à ce que je viens de vous montrer dans les enquêtes Epinut, où on est à un jour donné des études observationnelles, les les autres études publiées se concentrent préférentiellement sur le contexte périopératoire, c'est-à-dire au moment de l'intervention et juste après. Et donc, ce sont des patients dans l'univers des soins intensifs et les cardiopathies congénitales qui font que le pourcentage de dénutrition est probablement plus élevé. Un élément important, c'est la sévérité de la cardiopathie. Quand on regarde tout patient confondu, la dénutrition, on est autour de 16%. Donc vous voyez que ça rejoint un peu ce que je vous ai montré. Par contre, quand on s'intéresse préférentiellement aux patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire ou une cyanose avec un shunt cardiaque, ou alors un hyperdébit cardiaque dans le cadre des communications interventriculaires, eh bien là, le niveau, la fréquence de dénutrition est beaucoup plus élevée, avec un patient sur deux concerné. Quand on reprend nos études Epinut, donc là, non pas sur une seule année, mais sur la compilation de 10 études différentes successives entre 2010 et 2019, si on regarde les différents seuils, on voit qu'on n'a pas du tout la même impression de fréquence. Si on regarde l'IOTF 18,5 tel qu'il est dans les nouvelles recommandations, on a un patient sur deux. Par contre, si on considère l'IOTF 17 comme seuil, on n'est plus qu'à 32%. 32%, donc l'IOTF 17 qui correspond peu ou prou au troisième percentile de l'IMC sur les anciennes courbes. Et donc, ça nous donne une idée par rapport aux chiffres qu'on connaît d'avant. Quand on prend le Z-score de l'IMC inférieur à moins de déviation standard, on a encore un chiffre un peu différent à 25%. Quand on prend la confirmation clinique, c'est-à-dire le critère étiologique et prenant en compte aussi la perte de poids et pas seulement l'index, on a aussi 25%, donc ce qui est certainement le chiffre le plus solide pour l'évaluation de cette dénutrition. Et puis, vous avez les situations de dénutrition chronique, c'est-à-dire celles situation où la taille est impactée. Et quand on prend le seuil de moins 2 DS pour la taille, on a 14% d'enfants concernés, ce qui est un peu différent de perdre un couloir de taille, mais qui est quand même un critère assez pertinent. Alors pourquoi les pathologies cardiaques sont pourvoyeuses de dénutrition? Bien, déjà parce qu'on va avoir une augmentation de la dépense énergétique. Cette augmentation de la dépense est liée à l'insuffisance cardiaque. Donc le cœur va devoir fournir plus d'énergie, va fournir plus de travail pour avoir le même efficacité. Il y a le problème d'oxygénation, il y a le problème d'augmentation de travail respiratoire, parce que les poumons vont essayer de compenser la faiblesse cardiaque.
Et puis l'hypoxémie va rajouter à tout ça, donc faire que le métabolisme va être moins efficient, donc avec une augmentation de cette dépense énergétique. L'hypertension artérielle pulmonaire va aussi entraîner un œdème digestif avec possiblement également un bas débit. Et donc là, va faire qu'on va moins absorber les nutriments. Et puis, vous avez aussi la diminution d'apport liée à l'essoufflement, la difficulté d'alimentation, on va en reparler après, et également des troubles de l'oralité alimentaire qui font partie de l'entité des troubles alimentaires pédiatriques et qui vont rendre compliqué la mise en place et le maintien d'une alimentation suffisante. On a également tout ce qui est autour du périopératoire, donc les patients eh bien, ont cette pathologie cardiaque qui justifie d'une intervention, donc ils vont avoir des difficultés à se nourrir avant l'intervention, mais ils vont aussi avoir des difficultés à se nourrir après l'intervention, de par le geste lui-même, la récupération et les difficultés préexistantes. Et on peut identifier comme ça des marqueurs de risque que je vous encourage à retenir pour cette difficulté de dénutrition. C'est le premier, la présence d'un diurétique ou d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion dans les traitements, qui sont un marqueur de sévérité de la cardiopathie, et l'âge inférieur à 2 ans, qui est là aussi un marqueur de sévérité de la maladie, mais aussi cette période critique où l'enfant a besoin de grandir plus vite et pour lesquels on a du mal à couvrir les besoins. Alors, on s'est amusé à regarder cette prescription de furosémide notamment dans nos études EpiNut. Et quand on regarde la fréquence de divers critères et selon qu'il y a du furosémide ou non, donc sur 62 patients, le furosémide était prescrit chez 60% des patients qui avaient un IMC inférieur à l'IOTF 18,5, alors que 33% des patients n'avaient pas de furosémide et avaient un index bas. Quand on regarde la confirmation clinique, on a 50%, 53% des patients qui avaient une confirmation clinique de dénutrition et avaient du furosémide, alors que ça concernait 17% des patients sans furosémide. Et là, par rapport à l'index bas du Z-score de la taille, inférieur à moins de DS, il y avait 19% des patients sous furosémide qui avaient ce critère-là, alors qu'il n'y avait aucun patient qui avait un Z-score de taille bas, alors qu'il n'était pas sous furosémide. Et si on regarde à droite, sur l'âge et la durée de séjour, eh bien ici, vous avez un âge plus jeune pour les patients sous furosémide, ce qui va bien avec ce que je vous ai dit juste avant en marqueur de sévérité en fonction de l'âge, et une durée de séjour plus longue, donc chez les patients avec furosémide, là aussi marqueur de la sévérité de la maladie. Donc, on sait que la dénutrition est associée à une augmentation de la mortalité, de la durée de séjour, de la durée de ventilation post-opératoire, une augmentation du risque infectieux aussi. Donc, tout ceci de l'ordre de x4 à x6. Il y a également une augmentation des complications post-opératoires, en particulier de la désunion de cicatrices. Et il y a ce retard de croissance qui est déjà présent en lien avec la cardiopathie et qui est donc aggravé par la présence d'une dénutrition dans ce contexte. Dans les études, il a été montré également que les objectifs nutritionnels sont difficiles à atteindre en soins intensifs ou en réanimation, c'est-à-dire qu'on a une carence d'apport de 20 à 30% par rapport aux besoins, ce qui favorise évidemment la dénutrition, en particulier en lien avec la difficulté d'alimentation chez ces patients-là. Et vous avez la problématique particulière du traitement chirurgical qui à la fois nécessite d'avoir pris du poids pour qu'il se passe dans de bonnes conditions, mais aussi le fait de prolonger cette situation de pathologie cardiaque va entretenir la dénutrition. Donc, il faut trouver le bon moment pour opérer les malades, pour avoir le moindre risque opératoire, mais en même temps arriver à continuer de faire grossir les enfants dans ce contexte. Alors rapidement, les signes cliniques qui peuvent faire évoquer donc et engendrer la dénutrition dans le contexte d'insuffisance cardiaque et de cardiopathie.
Donc le premier signe, c'est évidemment le souffle cardiaque, ça je ne vous apprends rien. Il y a l'intensité des signes d'insuffisance cardiaque, et notamment l'hépatomégalie pour l'insuffisance cardiaque droite, la turgescence jugulaire, parfois des crépitants, donc à l'auscultation pour l'insuffisance cardiaque gauche. Mais le premier signe, et sans avoir besoin de stéthoscope ou d'examiner, c'est d'avoir un essoufflement à la prise des biberons, un épuisement, éventuellement des sueurs à la prise de biberons, qui sont des signes évocateurs de cardiopathie et donc possiblement de mauvaise tolérance. Et lorsque cette difficulté est importante, et on a parlé tout à l'heure des problématiques digestives, mais quand on a une insuffisance, une intolérance pardon, digestive avec la cardiopathie, eh bien on va avoir possiblement des vomissements. Tout ceci va entraîner un retard de croissance qui peut être seulement sur le poids, mais aussi potentiellement harmonieux, c'est-à-dire touchant aussi la taille comme on l'a vu tout à l'heure, avec une chronicisation des choses et pouvant mettre en défaut l'index les index d'indice de masse corporelle et l'index de Waterloo. Donc en lien avec la dénutrition, en lien aussi avec cette maladie évoluée, vous avez vu le dilemme qu'on peut avoir entre avoir la nécessité d'opérer, mais que le poids soit suffisant, mais avec toute la difficulté de faire grossir les enfants. Et vous avez aussi un autre paramètre à prendre en ligne de compte qui est celui de la présence d'œdème, puisque ça fausse l'évaluation des indices par le fait que le poids est faussé par cette présence d'œdème. 1 litre d'eau, c'est 1 kilo, et donc ça fausse le poids, donc ça fausse l'indice nutritionnel. Et en dernier élément, les troubles de l'oralité alimentaire qui s'installent et qui vont perturber et rendre les choses encore plus difficiles et qui vont nécessiter une prise en charge. Donc ces troubles de l'oralité qui sont le refus des biberons, la difficulté à la diversification, à la prise de la cuillère, refus alimentaire, les sensations, les anomalies sensorielles jusqu'à la nociception, la sensation douloureuse liée à l'alimentation qu'il va falloir évidemment prendre en charge. On va passer maintenant à la partie thérapeutique. Qu'est-ce qu'on peut proposer à ces enfants en termes de démarche nutritionnelle? Alors déjà, pour partir d'un état des lieux, pour revenir sur nos études Epinut 2010-2019, compilant donc 10 ans d'études observationnelles, eh bien, on peut voir que sur les 333 patients étudiés ayant une pathologie cardiaque, on a à peu près les 2 tiers qui n'ont aucune prise en charge nutritionnelle, 10% ont des conseils diététiques, 5% une complémentation orale, 22% une nutrition entérale et 2% une nutrition parentérale. Donc, vous avez comme ça le panel de prise en charge thérapeutique. Et puis, peut-être plus intéressant, à droite, même si on n'a pas d'antériorité de renseignements sur ce qui s'est passé avant, on peut déjà avoir cette notion de la présence d'un traitement nutritionnel selon l'indice de masse corporelle inférieur à IOTF 18,5. Et en pratique, si on veut simplifier, un patient sur deux qui a un index bas n'a pas de traitement nutritionnel. Alors peut-être parce qu'il vient juste d'arriver à l'hôpital, peut-être qu'aussi on n'y a pas forcément pensé, qu'on est gêné dans l'évaluation à cause des œdèmes. En tout cas, ça nécessite, ça relève bien le fait qu'il y a besoin de s'intéresser à ça et d'optimiser les choses. Alors, cette année a été publié donc, un pas à pas qui met à jour la démarche diagnostique et thérapeutique de la dénutrition chez l'enfant. On part du diagnostic qui est celui que je vous ai montré tout à l'heure, pour arriver à la thérapeutique. Donc ça, c'est la thérapeutique standard, pas forcément spécifique à la dénutrition dans le cadre des cardiopathies. Mais on a donc la nécessité d'avoir des objectifs caloriques, de pouvoir traiter l'étiologie, évidemment, on a vu la difficulté, et de voir comment on peut faire. Donc, soit les prises alimentaires sont supérieures aux 2 tiers de ce dont l'enfant a besoin, et à ce moment-là, on va juste, entre guillemets, enrichir l'alimentation, voire proposer des compléments nutritionnels oraux. Et si ça ne marche pas, on va se tourner vers d'autres possibilités.
que sont la nutrition artificielle, ce qui est la même situation que quand la marche est trop haute pour atteindre les objectifs des besoins par la bouche, c'est-à-dire lorsque les ingestats sont inférieurs ou égaux aux 2 tiers des besoins. Et donc là, on va s'intéresser à savoir si le tube digestif est fonctionnel. Si on peut utiliser l'intestin, ça sera préférentiellement de la nutrition entérale. Inférieur à 3 mois, possiblement par sonde gastrique. Supérieur ou égal à 3 mois, c'est là qu'il faut se poser la question d'une gastrostomie. Et en cas d'échec de la nutrition entérale ou si on ne peut pas utiliser le tube digestif, là seulement on pourra proposer la nutrition parentérale et donc par voie centrale de façon à couvrir les besoins de l'enfant. Et bien sûr, tout ceci nécessite, cette stratégie nécessite d'être revue, réévaluée, surveillée afin de corriger, améliorer les choses et d'atteindre les objectifs que sont la normalisation de la croissance. Alors, quelle quantité prescrire? Vous l'avez vu peut-être sur la diapo précédente. On va utiliser la formule de Holiday, donc 10 calories, 100 calories kilo de 0 à 10 kg, 50 calories kilo de 10 à 20 kg et 20 à 25 kilocalories kilo au-delà de 20 kg. Ce qui fait que pour un enfant de 21 kg, on va avoir besoin de 1000 calories, donc de 0 à 10 kg, 500 pour aller à 20, plus les 20 à 25, ça fait un peu plus de 1500 kilocalories pour un enfant de 20 kg. Et puis la spécificité de l'insuffisance cardiaque, il faut majorer de 20 à 30% à cause du travail supplémentaire dont on a parlé tout à l'heure. Donc il faut majorer les besoins pour les patients spécifiquement atteints de pathologie cardiaque. Et c'est pour ça que si on majore de 20-30% les 1500 calories, on tombe sur environ 1750 calories qui sera l'objectif calorique pour ce patient de 21 kg qu'on a pris pour exemple. Alors, on va proposer dans la partie conseil diététique et compléments nutritionnels oraux, si les besoins sont assez proches, les ingestats sont assez proches des besoins, on peut, chez l'enfant un peu grand, réintroduire des collations, et notamment dans la matinée. On va aussi enrichir l'alimentation. Pour le coup, chez l'enfant petit, on pourra concentrer le lait infantile en rajoutant une cuillère à mesure de poudre dans la préparation. On peut aussi rajouter des matières grasses, ajouter de la dextrine maltose, donc soit dans les biberons, soit dans les plats, de façon à enrichir, donc c'est-à-dire peut augmenter le volume, mais augmenter le nombre de calories dans l'alimentation. On peut avoir aussi recours aux compléments nutritionnels oraux qui vont être de préférence concentrés. On va revoir après pourquoi. Et puis, il ne faut pas oublier l'environnement du repas. C'est toujours quelque chose auquel il faut être vigilant, c'est-à-dire de pouvoir eh bien, rendre le repas le plus agréable possible, à la fois dans l'installation à table, dans le fait d'avoir de la bienveillance aussi, et de ne pas s'énerver à table pour éviter de braquer l'enfant. Et pour ce qui est des spécificités de la cardiologie, eh bien, il est assez bien établi qu'il faut agir dès le seuil IOTF 17, probablement peut-être un peu avant d'ailleurs quand on voit la cinétique descendre, mais en tout cas, il faut avoir proposé une prise en charge thérapeutique nutritionnelle sur ce seuil-là, et avec une analyse régulière des apports de façon à prévenir et à anticiper une dénutrition qui va s'installer. La problématique particulière de la cardiologie, ça va être la gestion des apports en eau et en sel, puisqu'on va avoir une rétention hydrosodée potentiellement avec un retentissement sur la fonction cardiaque. Donc il faut savoir maîtriser ces apports, d'où l'importance d'avoir une limitation du volume, par exemple l'utilisation de concentration de biberons, des compléments nutritionnels oraux concentrés, ou de préférence, quand on a une nutrition entérale, d'avoir une nutrition hyper énergétique, sans pour autant augmenter les protéines qui n'ont pas forcément besoin d'être majorées de façon systématique. Il faut aussi arriver à jongler, comme on l'a dit tout à l'heure, pour atteindre le poids requis pour la chirurgie. Et donc, ce poids préopératoire, qui n'est pas forcément facile à gagner, loin de là, est important à juger et à apprécier au plus bas, parce que eh bien, la chirurgie va
améliorer la situation, même si elle ne guérit pas tout, et d'où l'importance d'avoir cette nutrition avant, nutrition périopératoire optimale, de façon à pouvoir mieux tolérer l'intervention et ne pas considérer qu'une fois que l'enfant sera opéré, il sera guéri. Il faut prendre en charge, bien sûr, avant sur le plan nutritionnel. Et quand on arrive donc à l'intervention, la renutrition préopératoire, on vient d'en parler, mais il y a aussi la reprise post-opératoire qui doit être faite au plus tôt parce que cette chirurgie qui est souvent lourde nécessite d'avoir une récupération et avec des objectifs nutritionnels qui peuvent être difficiles à atteindre dans cette période-là et qu'il faut savoir optimiser. Et quand on parle de nutrition entérale, on peut être amené à faire des choses qu'on fait dans peu d'autres, dans peu de situations, dans d'autres pathologies. Premièrement, les formes les plus sévères, au vu de la difficulté de volume dans le corps, peut nécessiter qu'on utilise un débit continu, c'est-à-dire d'éviter le discontinuer la charge en eau sur un temps court, mais plutôt de prendre un débit continu, ce qui va faire que la surcharge hydrique va être mieux tolérée par le cœur, car moins par à-coup. La surveillance va être un élément majeur. On a parlé tout à l'heure de la tolérance digestive. Le fait d'avoir un bas débit au niveau mésentérique va favoriser la malabsorption, mais va aussi faire qu'on a un risque d'entérocolite avec possiblement de nécrose du tube digestif, qui va être un vrai problème évidemment pour les conséquences de tout ça. Ça peut entraîner des résections de tubes digestifs d'intestin grêle. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prévenir. Et pour ça, faire attention donc à cette augmentation de nutrition quand elle est par voie entérale. On a dit à plusieurs reprises qu'il y avait une difficulté à couvrir les besoins dans l'insuffisance cardiaque. C'est d'autant plus vrai dans l'insuffisance cardiaque terminale, avec des objectifs caloriques qui sont difficilement atteints par le biais des problèmes digestifs, par le biais de l'augmentation des besoins liés à la pathologie. Et donc ça, c'est une vraie difficulté. Et puis, on ne pense pas forcément à la gastrostomie, mais si l'anesthésie générale est possible, ça peut être aussi un gain de confort pour l'enfant que de proposer cette gastrostomie. Là aussi, il ne faut pas qu'il y ait d'œdème au niveau digestif. Donc, il faut savoir y penser parce qu'on en aura aussi probablement besoin après l'intervention, le temps qu'il y ait la récupération, il y ait aussi la prise en charge des troubles alimentaires pédiatriques. Donc, tout ça va faire que ça va se prolonger et donc la nutrition entérale va être de préférence sous forme de gastrostomie, parce que là aussi, les troubles alimentaires pédiatriques ne sont pas arrangés par la présence d'une sonde au niveau du carrefour oropharyngé. Il nous reste à parler de la nutrition parentérale qui doit se faire sur un cathéter central. On a dit tout à l'heure que c'était seulement s'il n'y avait pas d'autre option que celle-ci. Donc, si la nutrition entérale était mal tolérée ou si bas débit extrêmement sévère, qui risque d'engendrer donc cette entérocolite et nécrose du tube digestif. Il faut savoir qu'il y a plus de risques de déséquilibre glycémique, plus de risques de troubles ioniques, et que là aussi, il faut faire très attention à la surcharge hydrique qu'on peut amener aux patients, parce que pour le coup, on est directement dans le milieu intérieur, et donc le cœur est d'autant plus exposé à une défaillance. Et enfin, pour être complet, on a parlé à plusieurs reprises de ces troubles alimentaires pédiatriques, de ces troubles de l'oralité alimentaire, et bien une prise en charge orthophonique en entretien singulier, en prise en charge de groupe, est quelque chose qui va être aussi très important à mettre en place. Et donc pour conclure, donc cette dénutrition, comme vous l'avez vu, elle est très fréquente dans les cardiopathies. Elle est d'autant plus fréquente qu'il y a une hypertension artérielle pulmonaire, un shunt qui entraîne des cyanoses, un hyperdébit cardiaque, et notamment dans les communications interventriculaires. Que le fait d'avoir du furosémide, un inhibiteur d'enzyme de conversion, un âge inférieur à 2 ans, sont des marqueurs de gravité de la pathologie et que c'est fortement associé à la dénutrition. Donc chez ces patients-là, il faut être d'autant plus proactif à la fois dans le dépistage et dans l'anticipation de la problématique, mais aussi dans les thérapeutiques, de façon à éviter d'avoir des comorbidités supplémentaires liées à la dénutrition. Et c'est pour ça que le dépistage et le traitement précoce de la dénutrition sont très importants dans les cardiopathies,
déjà dans le périopératoire, hein, je le redis, même si la cardiopathie améliore le pronostic global et améliore l'état nutritionnel, il faut s'en occuper avant l'intervention. Qu'il y a une amélioration des morbidités, des comorbidités liées à la dénutrition, qu'on a aussi ce pronostic sur la croissance, et puis avec cette particularité aussi dans la prise en charge thérapeutique, qui est de faire très attention aux apports hydrosodés pour éviter de décompenser la pathologie cardiaque avec notre prise en charge, car on apporterait trop d'eau ou de sel chez ces patients. Voilà, donc je vous remercie pour votre présence. Et puis maintenant, on va pouvoir passer donc aux questions-réponses et aux échanges pour ce webinaire. Merci Alors, beaucoup pour votre intervention, Arnaud. Donc oui, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans l'espace questions-réponses qui est dédié qui est dédié à cela. Je me permets juste une petite précision par rapport à ce qui a été dit au tout début. On a décidé de d'étendre l'ouverture de la plateforme. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire labelliser jusque dimanche. On a décidé de l'étendre à toute la semaine de la dénutrition. Donc, si vous souhaitez mener une action un peu en dernier instant, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez vous rendre sur le site de la plateforme qui a été mentionné pendant la partie de présentation du collectif et faire labelliser votre action. Alors, je vois une question de Dorothée. Bonjour, je n'ai pas pu assister au début. Un replay nous sera-t-il envoyé par mail? Et si oui, dans quel délai? Oui, je vous confirme que le replay du webinaire vous sera envoyé et ça devrait arriver dans la foulée du webinaire au plus tard demain matin. il y a une question qui porte un peu plus sur le topo. Donc, y a-t-il un intérêt à donner hydrolysa ou mélange semi-élémentaire par rapport au bas débit? Alors, il y a pas forcément de preuves scientifiques. Maintenant, quand on a des situations de malabsorption, c'est un critère suffisant pour dire, eh bien, on peut proposer un mélange semi-élémentaire de façon à favoriser l'absorption dans ces situations complexes. Donc, il n'y a pas forcément d'indication initiale, mais dans les situations compliquées, avec plutôt intenses, c'est quelque chose qu'on peut envisager effectivement. Pas d'autres questions pour l'instant, mais peut-être que ça va venir. Alors, avez-vous déjà introduit de l'infatrini peptisorbe chez un petit poids de moins de 3 kg? Euh, Personnellement, non, mais dans la mesure où l'infatrini, donc pour pas citer de marque, mais c'est le seul, est un produit qui a 1 calorie par millilitre par rapport aux enfin aux hydrolysats ou aux poussés qui sont moins concentrés, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Donc je pense que effectivement c'est faisable et c'est une attitude qu'on peut entendre. Quel est le lien entre troubles digestifs et pathologie cardiaque? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Alors, en fait, il y a le problème du bas débit, c'est-à-dire que finalement, la fonction cardiaque n'est pas suffisamment remplie. Et en pratique, donc on va avoir une moindre distribution du sang dans tous les organes, et donc y compris dans le tube digestif. Et le problème, c'est que quand on introduit de l'alimentation, eh bien, on va accentuer cette problématique et possiblement entraîner donc une entérocolite, un problème vasculaire associé et qui va faire qu'il y a un risque de nécrose. Et il y a un autre point aussi, c'est que quand on a beaucoup d'œdème, on en a aussi au niveau du tube digestif. Et là, ça veut dire qu'on va perturber la fonction d'absorption des nutriments. Alors, une autre question. Jusqu'à quel volume hydrique concentrait le lait pédiatrique dans le biberon?
Donc, normalement, on concentre à 17-18% maximum, ce qui globalement fait une cuillère toutes les 4 à 5 à peu près. Donc ça, c'est le volume hydrique. Après, ça devient trop visqueux, donc c'est déjà des enfants qui ont des difficultés à téter et qui se fatiguent au biberon, donc il faut aussi arriver à jongler avec ça. La question suivante, avez-vous des références quant aux besoins sodés en cas d'insuffisance cardiaque? Alors, je ne les ai pas en tête, mais ce qu'il faut retenir, c'est que il ne faut pas envisager de restreindre trop en sel, mais de réduire l'apport en sel en dehors des situations d'insuffisance cardiaque majeure et menaçante. Et donc en pratique, dans le chronique, en dehors des situations d'exacerbation d'insuffisance cardiaque, il faut une alimentation pauvre en sel, mais pas considérer qu'il faut faire une restriction stricte de sel. Ensuite, alors, c'est la même question sur les apports sodés. Une autre question, quand on concentre, on touche à l'osmolarité, et du coup, je me pose souvent la question du rapport bénéfice-risque de l'enrichissement. C'est pourquoi j'ai eu recours à la Fatrini peptisorb chez un tout petit. Alors, quand on concentre, c'est vrai qu'on augmente l'osmolarité, et l'osmolarité fait qu'on peut avoir une moindre tolérance digestive. Après, quand on rajoute des matières grasses, ça diminue l'osmolarité et donc on peut jouer un peu comme ça sur l'enrichissement, l'augmentation des calories sans trop augmenter l'osmolarité et même peut-être la faire baisser un peu en augmentant les lipides. Et donc l'infatrini, puisque c'est la question, la suite de la question, c'est effectivement on peut utiliser l'infatrini dans ce cadre-là qui a une osmolarité qui est bien maîtrisée et relativement raisonnable. Matière grasse sous forme d'huile avec arrêt du liquigène. Ben oui, comme on n'a plus d'alternative, ça sera de l'huile. Alors de préférence de l'huile de diverses origines, mais de l'huile effectivement. L'augmentation des apports en énergie dans le biberon ne risque pas de diminuer le volume de lait pris. Euh, c'est quelque chose qu'il faut quand même. Alors en général, premièrement, les quantités prises sont souvent faibles à cause de l'essoufflement lié à la quantité à absorber. Et outre le fait qu'il y a également l'apport hydrique qui est à maîtriser. Maintenant, c'est vrai que si on rend l'alimentation plus dense, il y a possiblement une diminution de volume, mais le plus souvent, ça reste une stratégie qui est bénéfique et qui permet d'augmenter les apports et donc de mieux couvrir les besoins. Mais effectivement, chez certains enfants, cette stratégie n'est pas suffisante et c'est aussi pour ça qu'on a recours après à la nutrition artificielle. Alors, une autre question. Suite à la chirurgie, qui est souvent le signe d'une amélioration de la cardiopathie, combien de temps maintenir une majoration des besoins? Eh bien, tout va dépendre est-ce que déjà la cardiopathie est totalement réglée ou pas forcément, parce qu'il y a un certain nombre de chirurgies qui sont partielles en termes d'efficacité. Euh, Et donc, si la cardiopathie est bien régulée, ça veut dire qu'on va avoir une diminution donc, du travail cardiaque, donc une amélioration franche. Le temps d'augmentation des besoins va rapidement rentrer dans l'ordre, mais je n'aurai pas de temps précis à donner. Cependant, c'est le suivi et l'évolution de la courbe de croissance qui va faire qu'on va réajuster les apports en fonction donc de cette courbe de croissance et de cette évolution.
Normalement, ça rentre dans l'ordre assez vite si, encore une fois, la chirurgie a été complètement curatrice. Je fais les questions au fil de l'eau, donc là, on a pour l'instant purgé, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Il nous reste encore un peu de temps. Quel schéma d'alimentation? Alors, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu la question? Un gros volume la nuit et des bolus la journée. Ah oui, d'accord. En termes de nutrition entérale, par exemple, donc là, ça va être très dépendant. Donc là, c'est pas forcément propre à la pathologie cardiaque. Si tant est, encore une fois, qu'on ne soit pas dans une situation sévère qui fasse avoir un recours à une nutrition en continu. De toute façon, c'est vrai qu'il faut plutôt éviter les gros à-coups de volume et donc plutôt passer sur une longue durée. Donc pour ça, la nuit se prête plus à ce débit modéré. Mais il faut aussi tenir compte de l'organisation familiale et dans la mesure où les quantités ne sont pas très problématiques en termes de gestion cardiaque, eh bien, on peut aussi envisager quelques bolus dans la journée. Mais de préférence, probablement la nuit. Et encore une fois, si la situation est très délicate, ça sera du continu parce que malheureusement, on ne pourra pas faire autrement. Alors, une autre question, conseillez-vous en première intention l'utilisation de CNO type alpha-source infatrini plutôt qu'une concentration du lait chez les tout petits? Alors, effectivement, j'aurais plutôt tendance à proposer l'infrasource infatrini pour la raison qu'on a citée tout à l'heure d'osmolarité, et puis pour une autre raison, c'est celle qui est de la préparation tout simplement, c'est-à-dire que on est plus sûr de ce qu'on prépare, enfin, ce qu'on donne quand c'est déjà tout prêt que quand il faut le reconstituer. Je pense que tous ceux qui ont des enfants savent qu'on se perd toujours dans le nombre de cuillères à un moment donné. Et donc, ça permet d'être plus simple, je pense. Un autre élément, notre question, pardon, par rapport aux conditions de remboursement de la fatrini, vous en prescrivez hors AMM. Oui, ça arrive. Ça arrive qu'effectivement, au-delà d'un an, je continue d'en prescrire. Quand c'est en entéral, ça permet, enfin, le prestataire, après discussion, peut prendre en charge une partie des frais, puisque vous savez que c'est pas remboursé. Mais ça peut arriver que j'aille au-delà, puisque après les complémentations orales sont pas toujours faciles à introduire, puisqu'il y a des parfums, etc. Et donc, ça peut être plus simple que de garder effectivement l'infatrini plus longtemps. Alors, un complément de question, mais cela peut faire rapidement une quantité de protéines par kilo importante. Alors, là, il y a un point important. Alors, c'est vrai que au niveau protéines, on est un peu supérieur quand on utilise l'infatrini, enfin CNO en général, plutôt que la concentration du lait. Ceci étant, on a dit tout à l'heure que le côté normoprotidique était souvent suffisant. Maintenant, d'augmenter les protéines, et ça reste dans un range relativement raisonnable, il ne faut pas en avoir peur.
on peut augmenter les protéines sans attendre de conséquences majeures dans ce genre de situation. Donc, c'est pas vraiment une difficulté que d'augmenter un peu plus les protéines. Vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'ai l'impression qu'on arrive à peu près au bout des questions. Je pense aussi. Bon, en tout cas, sachez que vous aurez à la fois le replay et vous aurez également enfin avec l'autorisation du professeur de Lucas, mais le support de présentation. On vous le Oui, bien transmettra. sûr. Donc, on l'enverra aussi, on l'enverra dans la foulée. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. S'il y a encore des questions, il nous reste 3 minutes, mais je pense qu'on a fait le tour. Bon, eh bien, merci beaucoup. Très bonne fin de journée à tous et à toutes. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à la semaine de la dénutrition, à nous contacter directement sur la boîte mail. Donc, je rappelle, c'est contact@luttecontreladénutrition.fr. Sachez aussi que toutes les ressources du collectif sont disponibles sur l'Académie des nutritions. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site du collectif que je vais vous mettre dans le chat. Et je vous remettrai tous ces éléments dans le mail. Et merci encore à tous et à toutes. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.